prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Enfin, le premier Jus de Ciné de 2022, il était temps. Oui, bah voilà, du coup, le bilan cinéma m'avait pris pas mal de temps, tout ça, et puis bah, j'ai pas eu l'occasion de travailler sur ce nouveau Jus de Ciné entre temps, mais le voilà, enfin, avec un énorme programme, puisqu'il va revenir sur le mois de janvier 2022 et sur un petit peu février aussi. Je serai tout seul pour cette émission, mais la prochaine, sans faute, il y aura un mari et un nouveau Jus de Ciné, un nouveau vice versa, pardon, donc sans faute pour le 35e numéro, il y aura tout ça. Voilà, ça sera quand même une grosse émission, je pense, pour celle-ci, avec donc ce sommaire, des actus, beaucoup d'actus, des sorties de 2022 en salle, et oui déjà, avec Licorice Pizza, The Chef ou encore Un Monde, des sorties de 2021 en salle aussi, avec Belle et The Card Counter, et des films d'avant 2022, avec Cette Sacrée Vérité, Scream 2, La Passion du Christ, Assaut, Body Double, Equestria Girls, pardon, Le Voyeur et La Classe Américaine. Voilà, donc il y a beaucoup de films, gros programme, donc on commence sans plus tarder avec les actus. Et pour commencer, sur une note hélas pas très joyeuse, il y a eu pas mal de décès sur les mois de janvier et février en termes de comment dire, de personnalité du cinéma. Je vais y arriver. Tout d'abord, on a eu le décès le 13 janvier dernier de Jean-Jacques Benex, réalisateur français. On avait parlé il y a pas longtemps dans Jus de Ciné de son premier film qui s'appelait Diva. Et donc il avait notamment été aussi connu. Il est notamment connu aussi pour son film 37 le matin qui a révélé Béatrice Dalle. Bon, je n'ai vu que Diva, mais de ce que j'ai compris aussi sur ses films suivants, c'est un réalisateur assez atypique, qui avait un vrai style à lui, une vraie patte. Donc voilà, il est décédé à 75 ans, pardon. On a aussi eu le 19 janvier la mort, et là pour le coup complètement inattendue, de Gaspard Ulliel, à seulement 37 ans, donc acteur français, un des meilleurs de sa génération, qui avait donc notamment qui est notamment reparti avec 2 Césars, dans un premier temps Espoir masculin en 2005 pour Un long dimanche de fiançailles, et meilleur acteur pour Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Et d'ailleurs c'est le seul film, je crois, avec Gaspard Ulliel que j'ai vu, hélas. C'est vrai que je m'en suis rendu compte. Non, il y avait aussi Sibylle de Justine Triet, pardon, où il était dedans. Mais voilà, donc du coup je n'ai vu que ces 2 films-là avec Gaspard Ulliel, mais voilà, il était donc dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Il avait été aussi remarqué pour son interprétation de Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent dans le film de Bertrand Bonello. Il y a eu aussi le Jacou le Croquant, Hannibal Lecter, Les origines du mal. Il avait joué Hannibal Lecter. Il a joué dans Le Pacte des loups de Christophe Gans, tout ça. Voilà, donc c'était quand même un acteur qui avait quand même qui a joué dans pas mal de films français, mais il avait aussi fait une petite carrière à l'international. Donc voilà, donc c'était un acteur assez brillant, avec un vrai charisme, une vraie gueule. Il avait aussi joué dans la pub de Martin Scorsese, la pub pour, si je dis pas de bêtises, je vais dire une bêtise, je le sens, Bleu de Chanel, voilà. Bleu de Chanel, c'était donc cette pub-là qui est longtemps restée à la télévision. Donc voilà, Gaspard Ulliel était bel et bien dedans. Voilà. Toujours dans les décès, le 2 février dernier, on a eu le décès de Monica Vitti, grande actrice italienne qui est donc décédée à 90 ans. Alors là, pour le coup, hélas, le souci c'est que je connais assez peu le cinéma italien. Donc je connaissais l'actrice de nom, mais je crois que je n'ai vu aucun des films dans lesquels elle a joué. Voilà, elle a surtout été dans beaucoup de films de Michelangelo Antonioni. Par exemple L'Aventura, La Nuit ou même L'Éclipse, pour citer les films les plus connus. Voilà, donc surtout dans les années 60-70, elle a une immense carrière dans le cinéma italien. C'était une actrice qui avait un charme assez incroyable. Encore une fois, une légende du cinéma qui disparaît avec ça. Voilà, mais bon, hélas, je connais pas plus que ça. Ça m'a... Encore une fois, le cinéma italien, il faut que je m'y intéresse bien plus en détail, évidemment. Je m'y connais assez peu, mais voilà ce que je pouvais en dire. Et enfin... il y a eu aussi le 7 février le décès de Douglas
Trumbull, je sais pas du tout comment on prononce, je suis navré, qui lui pour le coup donc est décédé à 79 ans et qui était notamment connu pour avoir été directeur des effets visuels sur, entre autres, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg ou encore Blade Runner de Ridley Scott. Rien que ça. Donc voilà, ça a été un des pionniers des effets spéciaux visuels. Parce que voilà, dès 2001 l'Odyssée de l'espace, il y avait déjà des effets spéciaux qui étaient quand même assez révolutionnaires pour l'époque. Donc c'est à lui qu'on a tout ça. Et rien que pour ça, grand respect à ce monsieur. Donc voilà, donc décédé le 7 février à l'âge de 79 ans. J'allais dire on va partir sur une note un peu plus joyeuse, pas tant que ça, juste vite fait à la volée, voilà, donc Mission Impossible 7 et 8 qui ont été encore repoussés, je crois que ça fait 3 ans de suite que les films sont repoussés, donc le 7 sortira normalement en 2023 et le 8 sortira normalement en 2024, donc toujours pas de Ethan Hunt en 2022, décidément, entre ça et Top Gun, Tom Cruise... il n'a plus le droit d'aller dans les salles. Il est constamment repoussé. Quel enfer. Il y avait aussi l'autre news. J'en ai beaucoup parlé déjà sur ma chaîne Twitch. Sur Twitch. Mais quand même, je vais en parler ici vite fait. La nouvelle chronologie des médias qui a été adoptée en janvier. Pour rappel, la chronologie des médias, c'est donc c'est une espèce d'exception française qui fait que quand un film sort dans les salles de cinéma, il doit suivre un calendrier d'office par rapport à sa disponibilité sur d'autres supports. Et donc jusqu'ici la chronologie immédiate c'était donc ça, c'était donc une fois que le film était sorti en salle, 4 mois après il était disponible à la vente et en location, donc vente DVD, Blu-ray, tout ça etc, donc le support physique. Au bout de 8 mois il était disponible sur Canal+, ensuite au bout de 30 mois, donc ce qui fait 2 ans et demi, il était disponible pour les chaînes gratuites de la TNT notamment, donc Arte, TF1, M6, etc. ou même France Télévisions. Ensuite, au bout de 36 mois, ensuite donc 3 ans, il était disponible pour les plateformes de SVOD, Netflix, Prime Video, etc. Et maintenant donc avec cette nouvelle chronologie des médias, donc toujours 4 mois pour vente et location donc après la sortie en salle. Par contre Canal+ gagne 2 mois, passe de 8 à 6, et surtout c'est Netflix qui fait un gros coup de poker puisqu'il passe de 36 à 15 mois seulement. À peine plus d'un an après la sortie en salle, le film pourra être disponible sur Netflix. Prime Video et Disney+ ramassent les miettes parce que eux, c'est 17 mois. Donc 2 mois de plus par rapport à Netflix. Et les chaînes gratuites, ça sera 22 mois, donc quasiment 2 ans. Donc voilà, gros coup de poker pour Netflix qui gagne 21 mois. Après, j'espère vraiment que avec ce deal, ils vont injecter beaucoup plus d'argent dans le cinéma français et européen, parce que c'est ça aussi les contreparties du coup, le fait que Canal+ aussi... Donc oui, Canal+ avait donc, cet avantage d'avoir les films plus tôt, parce qu'ils réinjectaient une partie de leurs recettes dans l'économie du cinéma français et européen, donc j'imagine que Netflix fera pareil, après dans quelle proportion etc je sais pas, et malgré tout, moi je trouve encore une fois que c'est un sacré coup dur, notamment pour les cinémas et le support physique, qui n'a maintenant plus que 2 mois d'exclusivité. Déjà que le marché physique est en train de s'effondrer complètement, c'est assez flippant. Et vraiment que autant d'avantages pour Netflix, moi ça me rend triste. Ça me rend vraiment très très triste. Et voilà, j'ai peur qu'encore une fois ça soit un gros coup pour les cinémas, parce que voilà, les mecs vont se dire je vais pas attendre 1 an pour avoir un film, donc je vais pas aller en salle, tout ça, etc. Encore une fois, voilà, c'est cette disponibilité rapide qui me perturbe énormément. À voir comment ça va se goupiller sur les prochains mois, prochaines années, mais bon, moi c'est pas quelque chose que j'approuve énormément. À la limite, réduire un peu la fenêtre, je veux bien, mais la réduire autant, moi ça me fait flipper. Encore une fois, le support physique prend vraiment très très cher par rapport à ça. Je ne suis pas très confiant pour la suite. On verra bien, mais bon, comment vous dire que... je savais que ça allait arriver au d'un moment quand même, parce que je savais que c'était en négociation depuis très longtemps déjà, mais voilà, là, autant qu'il y a eu une telle avancée entre guillemets, moi ça me fait peur. À voir comment ça se goupillera, bien sûr. Vite fait, les nominations César et Oscar qui ont été dévoilées. Donc les Césars, ça sera la 47e cérémonie, elle aura lieu le 25 février 2022. Elle sera présentée par Antoine Decaune. Et donc les films les plus nommés sont Ils ont perdu de Xavier Janoli, Annette de Léos Carax, Aline de Valérie Lemercier, Bac Nord de Cédric Jiménez et La Fracture de Catherine Corsini. Voilà, donc c'est les 5 films les plus nommés. Ils ont perdu ayant 15 nominations quand même,
ce qui est quand même... ce qui est beaucoup. Voilà, donc le seul film qui me manque, enfin les deux films qui me manquent dans ce 5 là, c'est Aline et la fracture. Le Bac Nord, ça a déjà fait un peu parler, le fait qu'il soit autant nommé, entre guillemets. On peut quand même aussi citer dans des films pas mal nommés, on a aussi Boîte Noire de Yann Gozlan, on a Titane de Julia Ducournau, qui repart avec que 4 nominations, mais c'est quand même déjà pas mal. L'événement aussi de André Diwan qui part avec 4 nominations. On a Serre-moi fort de Mathieu Améry qui repart avec 2 nominations, le Slalom aussi de Charlène Favier. Globalement, ces nominations sont pas dégueulasses. Je suis un peu déçu, pour moi ça manque de Teddy ou de La Nuée. La Nuée est nommée pour le meilleur premier film, mais bon, ça m'étonnerait qu'il l'ait. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, les prédictions César et le débrief, tout ça, cette année, je ne les ferai pas sur YouTube, parce que j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, donc je ferai ça en stream. Voilà, je ferai un stream pour faire mes prédictions César, et après je ferai un débrief pareil en stream. Voilà, donc ça sera que sur Twitch que je ferai ces Césars et même les Oscars, mais j'y viens juste après. Parce que voilà, le problème c'est que j'aurai vraiment pas le temps de faire toute une belle vidéo très belle, tout ça, j'aurai pas le temps, je le sais, parce que la cérémonie malgré tout bientôt. Donc voilà, désolé, mais ça sera sur Twitch qu'il faudra aller si vous voulez savoir combien j'ai fait cette année pour les prédictions César et pour les prédictions Oscar. On rappelle que l'année dernière j'avais fait 4 sur 20 pour les Césars. Donc je pars de loin, j'espère que je ferai mieux cette année, parce que OMG. Pour les Oscars, la cérémonie aura lieu le 27 mars, et ce sera la 94e cérémonie. Pour les Oscars, les films les plus nommés, le film qui part en tête, c'est The Power of the Dog de Jane Campion qui part avec 12 nominations, le Dune de Denis Villeneuve qui part avec 10 nominations, on a aussi Belfast de Kenneth Branagh qui part avec 7 nominations, pareil pour West Side Story de Steven Spielberg. La méthode Williams de Reynaldo Marcus Green part avec 6 nominations. Et dans les films un peu moins nommés, mais qu'on peut citer, on a Don't Look Up, donc le film Netflix de Adam McKay, on a Drive My Car de Ryosuke Hamaguchi, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, on a Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, on en parle juste après, incroyable. On a Madras Parlelas de Almodovar, qu'est-ce que je raconte, Julien 12 chapitres de Joachim Trier, The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, le dernier James Bond aussi de Kari Yuri Fukunaga. Voilà, bon, encore une fois, beaucoup de Disney, mais je suis assez content pour Dune. Je suis pas fan du film, mais voilà, mais je trouve que le film est soit autant nommé, je trouve ça assez cool. Le Jane Campion, ouais, c'est bien. Voilà, je sais pas du tout qui peut l'emporter avec tout ça. Je regarde un petit peu en détail, ça a des trucs, ça a des films un peu moins cités. Ouais, les meilleurs effets visuels, on a beaucoup de Marvel, MDR. J'ai envie de dire ouais, pourquoi pas. On pourrait de toute façon toujours citer des films qui manquent, etc. Mais bon, on va dire que globalement, voilà. Bon, ça fait beaucoup de place pour Netflix encore une fois, avec The Power of the Dog et Don't Look Up notamment. Mais bon, c'est le jeu, qu'est-ce que je vous dis, c'est le jeu, c'est l'époque. Bon, admettons, on verra bien comment ça va se dérouler. Pareil, donc je vais faire mes prédictions sur Twitch. Voilà, mais là j'ai un peu plus de temps parce que la cérémonie est dans plus d'un mois. On termine vite fait les actus avec une nouvelle du box-office français, puisque le mois de janvier 2022 a été le plus mauvais mois pour le box-office français depuis 1994, depuis janvier 1994. Puisque on est sur un score de 10 millions d'entrées sur tout le mois. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est pas tant que ça. Pourquoi ? Il peut y avoir plein de raisons. Il y a le fait, et déjà effectivement, qu'en mois de janvier c'était quand même pas mal la merde, parce qu'il y a eu il y avait les contaminations records, il y a eu le pass vaccinal qui a été instauré, tout ça. Donc j'imagine que ça n'a pas aidé. La vague Spider-Man était passée, donc c'est vrai que les films qui ont suivi après, bah, j'imagine que bon, les gens avaient tout mis pour Spider-Man, donc du coup ils n'avaient plus vraiment envie d'y aller, voilà, pour des films qui les intéressaient moins. Il peut y avoir toutes ces raisons. Bon, voilà, on va espérer que ça reprenne de plus belle dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Les blockbusters américains vont arriver, hein, je suis pas inquiet par rapport à ça. C'est un peu triste, parce qu'il y a plein de films très intéressants qui sont sortis en janvier, mais bon, bah voilà, du coup, ils sont absolument pas... justement, on va y venir, mais voilà, mais du coup, bon, ils ressortent assez peu de ces chiffres. Qu'est-ce que vous voulez, encore une fois, bon. On va voir comment ça va évoluer, hein, mais bon.
à voir. Encore une fois, à voir. Voilà pour ces actus, ma foi. Bon, pas extrêmement... comment dire pas particulièrement réjouissante. Mais bon, on va parler de films. Et en globalité, de très bons films. On est donc parti pour les sorties de 2022 en salle. Et on commence donc avec Licorice Pizza, réalisé par Paul Thomas Anderson. C'est le premier Paul Thomas Anderson que je vois de ma vie. Voilà, et de surcroît le premier que je vois au cinéma. Donc Licorice Pizza qui raconte qui se passe dans les années 70 et qui va notamment suivre un couple, donc une jeune adulte et un adolescent, qui vont se rapprocher et vont vivre des péripéties, tout ça. C'est un petit peu comme le dernier Tarantino, c'est pas un film qui a vraiment une histoire, c'est un film qui est vraiment parle d'une époque, parle d'un état d'esprit général, va suivre une galerie de personnages. Je dois dire que j'ai été assez charmé par l'ensemble, et notamment par le duo principal que je trouve très très bon. Donc les acteurs, donc on a Alana Haim et Cooper Hoffman, le fils du regretté Philip Seymour Hoffman, qui sont tous les deux excellents. D'ailleurs, j'avais pas fait le rapprochement que Alana Haim est une des sœurs Haim du groupe Haim. D'ailleurs, je sais pas si on prononce comme ça. Et un groupe que je connais vite fait parce qu'elle avait collaboré avec Calvin Harris sur un de ses morceaux. Voilà, c'est vrai que j'avais du coup pas du tout fait le rapprochement, mais c'est bien elle. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le film, la famille du personnage de Alana, qui s'appelle Alana, c'est sa vraie famille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute la famille Haim qui joue dans le film et qui joue la famille du personnage de Alana. Tout ça pour dire que le film est vraiment entraînant, il est très dense, il dure plus de 2 heures. Mais malgré tout, il arrive à être assez passionnant. Il y a plein de belles scènes, c'est très bien réalisé. La bande originale est vraiment très bien choisie. Donc on est directement plongé dans cette ambiance très 70s qui fonctionne parfaitement bien. Alors, le seul petit bémol que j'aurais, ce serait pour des espèces d'errance pas toujours très contrôlées. Apparemment, c'est très... c'est vraiment le style de Paul Thomas Anderson qui parfois dévie un peu son sujet principal pour partir sur des espèces de petites intrigues secondaires qui n'ont pas forcément toujours un intérêt énorme. Voilà, c'est juste pour apporter un petit peu d'épaisseur à son univers. Pourquoi pas. Ça réalise pas vraiment le film, c'est juste voilà, quelques petites imperfections par-ci par-là. Le film reste vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc on a déjà un très bon film sur l'année cinéma 2022, c'est déjà cool. Le prochain film, c'est The Chef, réalisé par Philippe Barantini, qui est un film britannique, je crois, qui a la particularité d'avoir été filmé en un seul plan séquence et donc en temps réel. C'est-à-dire qu'une fois que le film commence, et ben la caméra ne va jamais se couper, ça va être 1h30 où voilà, c'est un énorme plan séquence, c'est un vrai plan séquence, un seul et vrai plan séquence de 1h30. 1h30 dans un restaurant en plein couvre-feu. Donc voilà, donc on va avoir pas mal de sous-intrigues encore une fois, des personnages un petit peu... une galerie de personnages, tout ça, etc., qui vont avoir chacun un peu leurs petits problèmes, et il va y avoir des espèces de setup payoff, etc. Ça va être assez tendu dans l'idée, parce que voilà, c'est des espèces de conflits un peu internes, etc., et puis il y a des clients, tout ça, bref. Tout un amoncellement de ces choses-là. Et je dois dire que le film fonctionne vraiment bien. Déjà, le plan séquence est quand même relativement très impressionnant, et en plus je trouve qu'il a une justification pour le coup dans le contexte du film. Le casting est très bon, l'immersion est absolument totale, et pour le coup ouais, on voit pas le temps passer parce qu'il se passe toujours quelque chose, mais justement c'est aussi ce qui peut un peu pénaliser le film, c'est qu'il peut avoir un petit côté quand même artificiel. Parfois on peut avoir certains personnages qui peut-être réagissent un peu trop, justement ces personnages pareil sont un peu stéréotypés, mais c'est pour vraiment bien montrer qu'ils sont tous différents, qu'ils ont tous une espèce de... Voilà, ce personnage c'est ça, ce personnage c'est ça. Voilà, les personnages parfois peuvent manquer un peu de nuance, ce que je trouve un peu dommage. Voilà, mais tous ces détails mis à part, le film est bon. C'est voilà, encore une fois, c'est un vrai film, c'est un thriller vraiment très tendu. Et pareil aussi, ce qui est un peu dommage sur le film, c'est que la fin, je la trouve très abrupte et assez frustrante, parce que du coup elle ferme la porte à pas mal de sous-intrigues qui avaient été balancées un petit peu à la volée, qui finalement ne seront jamais vraiment exploitées à fond. Et en fait justement le film, il y a un petit peu un côté c'est bien fait en même temps pas de ouf, parce que parfois il y a ce qu'on appelle des setup payoff, c'est-à-dire un truc qui est vite fait dit à un moment, on détourne un dialogue,
et qui en fait, mine de rien, va servir plus tard. Il y a pas mal de ça, et donc du coup, certains rebondissements sont assez attendus. Mais d'un autre côté, il y a certains setups payoff, enfin il y a certains setups qui n'auront jamais de payoff derrière. Et donc du coup le film arrive à nous piéger par rapport à ça, mais en même temps du coup c'est frustrant parce que bah, du coup t'es en mode bah, pourquoi avoir fait un setup là-dessus quoi, c'est un peu bête. Voilà, ça reste du détail, encore une fois, globalement le film est bon, je vous le recommande, voilà. Il aurait pu être meilleur, mais il est bon, et rien que pour l'expérience de ce plan séquence assez impressionnant, c'est à voir absolument. Dernière sortie de 2022 en salle, Un Monde, réalisé par Laura Vandel. Film belge, cette fois-ci, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nora, qui arrive, je crois que c'est en CP, si je dis pas de bêtises, enfin qui arrive en primaire. Oui c'est ça, elle rentre en primaire, donc elle rentre en CP, j'imagine, enfin je sais pas si c'est comme ça en Belgique aussi, bref, elle rentre en primaire, et en fait donc il y a son grand frère qui est déjà dans cette école-là depuis un peu plus longtemps, donc elle est un peu plus âgée que elle, pardon. Et le truc, c'est qu'elle va être vite confrontée au harcèlement scolaire. Et l'intelligence du film, c'est que c'est pas elle qui va être harcelée, mais son frère, justement, qui s'appelle Abel. Et donc, du coup, pendant tout le film, le personnage va être un peu tiraillé entre le fait de s'intégrer, le fait d'aider son frère, et le fait d'en parler à son père notamment, donc, qui est joué par le génial Karim Leclou, qui est vraiment excellent. Et voilà, donc il y a tout ça, ça dure 1h10, ça commence direct, et le film ne te lâche pas, c'est un énorme uppercut. Et en plus, dans sa mise en scène, le film a l'intelligence d'être toujours à hauteur d'enfant, donc c'est extrêmement immersif. Et ça montre aussi que l'école est parfois, et même souvent, un univers assez impitoyable. Le film le montre très très bien, je trouve, et c'est un film vraiment puissant. Vraiment pas facile à regarder, mais avec énormément de scènes vraiment très réussies. Voilà, ce qui est incroyable, c'est que vraiment le film arrive à rendre cet environnement scolaire très familier et en même temps très hostile, parce que à chaque coin de couloir ou machin, il peut se passer un truc assez horrible. Il y a vraiment des scènes extrêmement puissantes, ça joue vraiment très bien, c'est rarement forcé. Les situations, il y a toujours un côté très crédible à l'ensemble, qui fonctionne très très bien. Encore une fois, je trouverais quand même à dire que le final est encore un peu abrupt. En fait, je trouve que la dernière scène, qui est censée être la plus puissante, le climax absolu machin, en fait à la fois trop et pas assez. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais voilà. Mais du coup, la fin m'a pas particulièrement porté, et plus généralement, je trouve que le dernier quart du film patine un petit peu. Je trouve que c'est le moins réussi. C'est la partie la moins réussie du film selon moi. Mais rien que pour les 3 premiers quarts, il faut absolument le voir parce que c'est un film extrêmement puissant, encore une fois, réalisé avec énormément de talent, un sacré uppercut et qui fait pas mal réfléchir. Et je pense que si vous êtes parent, il y a vraiment moyen que ça vous remue beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et même moi, bon là, j'ai pas été spécialement soumis à un harcèlement scolaire, j'en ai eu un petit peu, très minime par rapport à ce qui est montré dans le film, j'en ai eu un petit peu. Et donc forcément on se retrouve dans certaines situations où on n'ose pas en parler, ou à ses parents, ou que ce soit au personnel éducatif, tout ça. Bref, le film est très juste par rapport à plein de trucs, et c'est vraiment très réussi. Voilà, pour Un Monde et pour les sorties salles de 2022. On enchaîne vite fait avec les sorties salles de 2021, donc des films du coup que j'ai vu en janvier et qui sont sortis en 2021. Voilà, c'est 2 films que j'avais envie de rattraper quand même vite fait avant de définitivement clôturer l'année cinéma 2021 dans les salles. Le premier film, c'était Belle, réalisé par Mamoru Hosoda, il me semble qu'on prononce comme ça, donc qui est un film d'animation japonais qui se veut être un peu un mélange entre de la 2D et de la 3D, parce qu'en fait c'est un film qui va un petit peu mélanger 2 univers, un univers réaliste et un univers virtuel. Puisqu'on suit donc une jeune adolescente, timide et réservée et complexée, sans deck, j'ai envie de dire comme toujours, presque, c'est quand même assez terrible, mais en vrai un peu quand même, qui s'appelle donc Suzu, et donc justement, elle va se réfugier dans un monde virtuel où elle devient Belle, le nom du personnage c'est Belle, qui est une espèce de superstar qui chante, et il va y avoir une flopée de péripéties avec une espèce de créature qui va un peu perturber tout ça, et en gros,
Le film se veut être un petit peu une espèce de relecture de La Belle et la Bête de Disney, même du conte en lui-même. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le film cite un moment le classique Disney, mais de façon très voyante, quoi. Et certainement pour un hommage ou je ne sais quoi, admettons. Mais bref, tout ça pour dire que le film est rempli de bonnes idées, que c'est visuellement assez impressionnant, notamment dans le monde virtuel notamment, c'est vraiment très bien fait, il y a beaucoup de couleurs, il y a un vrai univers vraiment travaillé, fouillé et qui pétille, tout simplement. Il y a ce côté un petit peu, encore une fois, un peu niais, qui je dirais un peu plus propre à l'animation japonaise sur certains moments. Pareil, donc, au niveau du personnage, c'est quand même un peu du déjà vu, notamment sur le personnage de Suzu, qui est donc timide, complexé, réservé, tout ça, etc. Comme toutes les adolescentes des films d'animation japonais, presque, j'ai envie de dire, quand même, c'est un peu terrible. Et pourtant, j'en ai pas vu tant que ça, et je suis déjà saoulé ce cliché, c'est quand même assez fou. Et voilà. Le film reste vraiment beau, visuellement, et même dans son fond, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un film très poétique et très enivrant. Ça dure 2 heures, on voit quasiment pas le temps passer. C'est, encore une fois, c'est pas extraordinaire, mais ça fait largement le taf. Et notamment pour son aspect visuel, le film vaut le coup, vraiment. Voilà, juste vous attendez pas à une révolution en termes d'histoire et en termes de personnages, etc. Tout ça reste encore un poil trop classique, je trouve. Et toujours dans la sortie salle de 2021, il y a aussi The Card Counter réalisé par Paul Schrader. Paul Schrader qui est aussi scénariste et qui est notamment connu pour avoir scénarisé Taxi Driver de Martin Scorsese. Et donc là, pareil, c'est le premier film que je vois de Paul Schrader en tant que metteur en scène. C'est son dernier film qui est sorti, encore une fois, fin 2021, avec notamment Oscar Isaac. Et alors, je m'attendais pas à grand chose, en fait, hein, je sais pas, déjà je savais pas vraiment de quoi le film parlait, c'était très mystérieux, bon, j'étais en mode, bon, allez, j'ai quand même tenté le coup. Et alors, je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. Je trouve que le film est à l'image de son personnage principal, à la fois imprévisible et complexe. C'est-à-dire que c'est un film, du coup, avec son titre et son affiche et tout ça, te vend un peu un espèce de thriller, un peu à la Casino de Scorsese, justement, ou je sais pas, Las Vegas 21 je sais plus le nom du réalisateur, voilà, mais ça m'a un peu fait penser à ça, parce que tu te dis, ouais, donc c'est un mec qui compte les cartes au blackjack, machin, comme Las Vegas 21. Mais en fait, le film te fait croire ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable, c'est que justement, toute cette intrigue sur le côté des cartes, etc., c'est limite secondaire. En fait, l'important, c'est le personnage de Oscar Isaac. Et je dois dire que vraiment, j'ai été assez bluffé, que ce soit par la photographie que je trouve sublime, par la mise en scène qui est vraiment très classieuse, qui est à la fois très moderne et en même temps très datée, mais je trouve qu'il y a un équilibre qui est parfaitement géré. La musique est assez surprenante pour le film, je trouve, parce qu'encore une fois, il y a ce côté très vieux, en même temps très moderne, même dans la musique. Mais je trouve que ça apporte une vraie atmosphère et une vraie ambiance. Le casting est excellent, Oscar Isaac est juste fou. Mais on a aussi dans les acteurs principaux, attendez que je retrouve les noms, il y a Tiffany Haddish que je trouve génial. On a Ty Sheridan aussi qui jouait dans Ready Player One notamment, qui est aussi vraiment très bon. Voilà, c'est un film qui est imprévisible. C'est ça qui est absolument génial, c'est que vraiment c'est le genre de film qu'il faut aller voir sans rien en savoir. Et vraiment vous allez être constamment impressionné et captivé par ce que le film vous propose. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, vraiment très particulier. C'est un film assez unique dans son genre et je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Le plan final aussi, je le trouve assez fort. Voilà, ça dure 1h45. Moi, j'ai pas vu tout le temps passer. J'ai été vraiment captivé par l'ensemble. Il y a aussi des plans complètement fous, notamment des espèces des scènes de flashback. Dans une espèce un peu de prison et avec un effet de caméra qui est surprenant encore une fois au début, mais qui apporte encore une fois une vraie ambiance à l'ensemble. Vraiment une excellente surprise. Je vous recommande le film à fond, The Card Counter. J'ai vraiment été assez impressionné. Ça m'a donné envie de voir d'autres films de Paul Schrader parce que waouh, je trouve qu'il a un style vraiment très intéressant. Voilà pour les sorties salles de 2021. Il est temps de passer aux films d'avant 2022, ce sera je pense la plus grosse partie de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de films. On commence les films d'avant 2022 avec Cette sacrée vérité réalisé par Léo McCarey, sorti en France en 1937,
film avec notamment Irene Dunne et Cary Grant, un espèce de classique. Un classique américain. En fait, ce qu'on a appelé les films screwball comedies, qui est un sous-genre de la comédie hollywoodienne né dans le contexte politique américain des années 30 suite à l'apparition du parlant et du code d'autocensure à Hollywood. Voilà, donc ce film-là fait partie de ce courant du cinéma, et je dois dire que j'ai trouvé le film vraiment très bon. Donc c'est déjà le duo principal est génial, c'est drôle, c'est pétillant, c'est enjoué. Il y a en plus quelques baisers de mise en scène. Et voilà, ça dure 1h30, ça se regarde vraiment très très bien. Voilà, c'est juste l'histoire d'un couple qui se sépare et qui vont pas arrêter de se charrier un petit peu pour se reconquérir sans le vouloir, mais ils vont quand même. Bon bref, voilà, c'est un peu ça, voilà. C'est à peu près le résumé, quoi. C'est un espèce de presque un peu de vaudeville, qui a un côté un peu théâtral, voilà, et non, ça fonctionne vraiment très bien. Très bonne surprise, le film était dans la sélection de la Cinétech de décembre 2021. Voilà, si vous voulez découvrir un petit peu ce courant du cinéma hollywoodien des années 30, je pense que c'est plutôt une bonne porte d'entrée. Le prochain film, Scream 2, réalisé par Wes Craven, sorti en France en 1998, donc suite de Scream, bien sûr. Toujours avec le trio principal, à savoir Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Et en fait, ce qui est assez rigolo, en fait, c'est que dans le film Scream 2, il y a eu un film qui a été fait par rapport aux événements du premier film. Donc c'est plus ou moins comme si le premier film existait dans l'univers dans ce deuxième film. C'est pas exactement le cas, mais presque. Et du coup, voilà, va y avoir, va y avoir un nouveau Ghostface qui va un peu semer la terreur, machin, etc. Dans l'entourage toujours de Sidney, donc le personnage de Neve Campbell. Et alors, je sais que cette suite est un peu avait moins rencontré le succès critique que son prédécesseur, et pourtant, moi, je l'ai trouvé vraiment plus qu'honnête. Enfin, j'ai trouvé ce second film quasiment aussi bon que le premier. Déjà parce que la scène d'introduction, comme dans le premier, est absolument génialissime. Ça se passe dans un cinéma où justement donc t'as un couple qui va voir le film inspiré des événements du premier Scream. Et donc il y a un côté méta forcément qui est absolument génial. Bref, c'est un pur régal cette scène d'introduction. Et après voilà, je trouve que les personnages sont attachants, je trouve qu'ils ont une évolution en plus qui est assez pertinente et bien vue. On a vraiment envie de les suivre. La mise en scène est vraiment bonne aussi, il y a pas mal de jeux de caméra qui sont plutôt bien foutus. Encore une fois, le bémol que j'aurais, et en plus c'est à peu près le même défaut que j'avais eu, c'était le même bémol que j'avais eu pour le premier film, c'est que je trouve que le climax, genre les dernières minutes, en font un peu trop. Voilà, il y a un petit côté over the top qui m'a un petit peu sorti du film. Voilà, et donc du coup j'ai un peu moins aimé la dernière demi-heure, mais sinon globalement j'ai quand même vraiment passé un bon moment. C'est une bonne suite, c'est vraiment une bonne suite, pas meilleure, mais quasiment aussi bonne, et ce qui est quand même assez rare, surtout pour des films d'horreur, donc voilà. On poursuit avec La Passion du Christ, réalisé par Mel Gibson, sorti en France en 2004. Ça me permet de saluer mon poteau suisse Otage, puisque donc il m'avait imposé ce film. Je rappelle que sur ma chaîne Twitch, avec suffisamment de clous de clim de points de chaîne, vous pouvez m'imposer des films. Et donc Otage m'avait donc imposé La Passion du Christ de Mel Gibson. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait détesté le film. Et donc voilà, il est en mode, bon bah voilà, dis-moi donc ce que t'en penses. Je suis curieux de savoir si j'ai loupé un truc ou si c'est vraiment nul. Bon après je suis loin d'avoir la science infuse évidemment, mais bon bref, voici donc mon avis sur La Passion du Christ. J'ai trouvé ça pas trop mal. C'est vraiment un film qui divise énormément. Il y a des gens qui détestent le film, des gens qui l'adulent. C'est vraiment le cas typique où t'as personne dans la demi-mesure, quoi. C'est soit un pur chef-d'œuvre, soit une merde absolue. Et généralement ce genre de film, je suis toujours un peu entre les deux, et c'est encore le cas ici aussi. C'est-à-dire que dans les bons côtés, déjà le film a la particularité d'avoir été tourné en araméen, donc ce qui est forcément du coup ce qui apporte un peu plus d'authenticité au truc. Les décors, les costumes sont très réussis, voilà, on s'y croit vraiment, l'immersion est totale. C'est bien réalisé. Voilà, je veux dire que formellement c'est plutôt bien foutu, mais le problème c'est que le film en fait beaucoup trop. Le film est d'une lourdeur dans son propos qui est
vraiment embarrassante, presque. C'est un film qui chie complètement sur la subtilité. C'est un film qui ne connaît pas ce mot. Puisque, bah voilà, en fait littéralement, le film, c'est littéralement 2 heures de Jésus qui s'en prend plein la tronche. C'est les dernières heures de la vie de Jésus-Christ, et donc bah, il va en prendre plein la gueule pendant 2 heures, quoi. C'est un peu l'idée du film. C'est vraiment le oh, regardez Jésus comme ça a été terrible pour lui. Et le problème, c'est que c'est fait avec tellement peu de subtilité, avec tellement peu de nuances, qu'on était en mode ouais, franchement, vraiment. C'est dommage parce qu'encore une fois, il y a plein de belles idées. C'est pas, ça se regarde. Enfin, c'est honnêtement, enfin franchement, c'est oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Honnêtement, l'idée de base est pourquoi pas, mais le truc c'est que Mel Gibson en fait beaucoup trop et manque de nuances complètement dans son propos, et ce qui fait que pour moi ça plombe le film complètement, parce que genre les gentils sont vraiment très gentils, les méchants sont vraiment très méchants. Donc c'est un film extrêmement manichéen et voilà, qui manque de nuances. Moi ça me fait chier ce genre de truc. Et en plus voilà, moi qui me considère comme athée, voilà, du coup c'est forcément pas une histoire qui me passionne de base. Voilà. Mais j'ai regardé les 2 heures sans trop broncher. C'est déjà pas mal. Donc, pourquoi pas. Trop peu subtil et nuancé pour moi. Mais pourquoi pas. C'est pas horrible. Voilà, donc j'ai pas détesté, j'ai pas adoré. Voilà, donc je suis entre les deux. Typiquement, je suis entre les deux. Le prochain film, Assaut, réalisé par John Carpenter, sorti en France en 1978. Alors il s'agit... bah, plus ou moins du premier film de John Carpenter, au moins c'est son deuxième, pour sûr. Donc, qui est un film, qui est un peu un espèce de huis clos qui se passe dans un commissariat, un ancien commissariat, enfin d'ailleurs un commissariat qui va fermer. Donc en gros, bah voilà, c'est un groupe de personnes, des prisonniers et un flic, en gros, et des employés du commissariat qui vont être, comment dire, attaqués par des malfrats, en gros. Et ils vont donc essayer de s'en sortir en attendant d'avoir de l'aide. Et voilà, donc c'est un film qui a tout pour être petit, entre grosses guillemets, mais qui se révèle être finalement un sacré tour de force. Déjà parce que c'est extrêmement bien réalisé, c'est John Carpenter, déjà dès ce film-là, on sentait déjà qu'il avait une certaine maîtrise de la caméra, les personnages sont attachants, il y a une vraie bonne dynamique entre eux qui fonctionne très bien, la musique, toujours composée par Carpenter, et comme toujours avec Carpenter, hypnotisante, le scénario est certes simple, mais efficace, et voilà, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de sous-intrigue qui n'apporte rien, voilà, vraiment c'est carré, c'est précis, mais au moins... voilà, ça dure 1h30, on sait ce qu'on va voir dès le début. Et donc du coup ça fonctionne très bien. Encore une fois, un petit bémol, mais vraiment un petit bémol. Ça se voit que le film est un peu fauché quand même, qu'il n'y a pas un gros budget. La fin est un peu abrupte aussi, c'est un peu le genre de fin typique cool, digne de cette époque, enfin typique pardon de cette époque, mais bon du coup c'est pas... Ça pourrait être plus impactant sur la fin. Mais, mis à part cela, enfin vraiment, dans la forme ou dans le fond, c'est extrêmement réussi, c'est génial. On prend un pied de monstrueux devant ce film, c'est d'une telle maîtrise. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu les débuts de John Carpenter, c'est un film que je vous recommande à fond. Et petite parenthèse aussi, parce que en fait, j'avais le film en DVD depuis longtemps et je l'avais jamais vu. Et il s'avère qu'en fait, le film a été édité en 2 éditions. En France, ou même 3, je sais plus exactement. Et là, il s'avère que j'avais une version un peu dégueulasse. C'est-à-dire que vraiment la résolution n'est pas bonne. En plus, c'est une version apparemment censurée. Voilà, il manque pas grand-chose, mais apparemment, voilà, c'est une version censurée. Donc, bon, bah, faudrait que j'essaie de le revoir dans une édition plus satisfaisante. Mais voilà, du coup, ce que je peux vous conseiller... alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Et il y a eu 2 éditions, en 2002 et en 2012. Donc la version, donc moi j'avais la version de 2002, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas, parce que l'image est dégueulasse. Donc achetez l'édition de 2012, qui a été faite par Metropolitan Film et Vidéo. Voilà, achetez cette version, n'achetez pas la version de 2002. Voilà, c'est ce conseil que je peux vous donner, c'est la version de 2002, et dégueulasse. Mais sinon, le film est très bien. Le prochain film, Body Double, réalisé par Brian De Palma, sorti en France en 1985, un film que j'avais envie de voir depuis très longtemps. J'aime beaucoup Brian De Palma, je suis loin d'avoir vu tous ses films, mais tous ceux que j'ai vus, et celui-ci aussi, j'adore, vraiment. C'est un cinéaste qui me passionne.
que je trouve beaucoup trop fort dans sa mise en scène. Et encore une fois, là, il nous fait encore une démonstration assez incroyable. Mon Brian De Palma préféré pour l'instant, c'est toujours Blowout, mais j'adore Pulsion, j'adore Les Incorruptibles, j'adore Carrie, j'adore L'Impasse, et j'adore Body Double. Je suis amoureux de la mise en scène de Brian De Palma. C'est vraiment, notamment dans ces scènes de poursuite, dans ses effets, dans ses mouvements de caméra, je trouve qu'il y a une telle maestria, moi, à chaque fois qu'il me casse la gueule, je suis admiratif de sa mise en scène, je suis complètement fan. C'est constamment, il réfléchit à son cadre pour vraiment nous faire ressentir l'action, pour vraiment nous faire ressentir l'état des personnages. C'est absolument admirable. Aucun plan n'est laissé au hasard. Et en plus, dans ce film-là, enfin, comme dans tous les films de Palma, de toute façon, j'ai envie de dire, les acteurs sont bons, les personnages sont attachants, le scénario est vraiment malin. C'était pas le scénario le plus imprévisible de la carrière de Palma. Mais il y a un côté très ludique dans tout ça qui du coup font de ce film un vrai bonheur à regarder, quoi. C'est un film très ludique, parfois drôle, mais voilà, mais sans que jamais ça prenne le pas sur vraiment le sérieux du film, enfin le poids, pardon, sans que ça prenne le dessus, je sais pas ce que je raconte, sur le sérieux du film. Il y a des scènes absolument incroyables, il y a des plans de caméra absolument dingos, juste un plaisir. C'est un grand oui, voilà. C'est pas le meilleur film de De Palma pour moi, selon moi. Il y a peut-être quelques petites imperfections, mais foncez. Voilà, si vous aimez les films de De Palma, le film c'est un excellent cru de De Palma. Foncez, et je veux voir encore d'autres films de ce réalisateur. Il faut que je vois son plus connu, c'est Scarface, mais d'autres aussi. Il y a Snake Eyes qui m'intéresse, il y a Outrage. Et encore plein d'autres films. Voilà, donc De Palma, je t'aime, bordel. Le prochain film, on passe vraiment du Coca Light avec ça. Equestria Girls, réalisé par Jason Thiessen, sorti en 2013, qui est un film issu de l'univers Mon Petit Poney. Alors pourquoi j'ai regardé ça? Encore une fois, je vais saluer quelqu'un, c'est ce cher Azonote qui m'avait donc imposé ce film sur la chaîne Twitch, donc comme pareil que pour Otage. Donc voilà, il m'avait imposé ce film-là, Equestria Girls, donc, où en gros les poneys sont humanisés. Voilà, c'est un peu l'idée en fait. C'est un poney qui va devoir accomplir une mission, qui va devoir aller dans un univers parallèle où elle se transforme en humaine. Comment elle s'appelle déjà, le personnage principal, c'est... Comment elle s'appelle, je sais plus. Après, je sais pas si c'est le personnage principal, mais en tout cas c'est le personnage principal de ce film-là. Et elle s'appelle... Ah voilà, elle s'appelle Twilight. Comme les fameux films avec Robert Pattinson et Kristen Stewart. Non, par pitié. Qu'est-ce que j'en ai pensé une fois tout ça introduit, et une fois qu'on a bien rigolé, parce qu'à un moment, j'ai quand même vu le film, hein, sérieusement, quand même, et, on ne juge pas. Alors, je dois dire que le film a au moins un mérite, c'est que, alors, je ne connaissais absolument rien de l'univers avant de voir le film, et pour les néophytes, le film est compréhensible. En même temps, c'est un film très simple. Trop simple. Dans son histoire, c'est affreusement basique et paresseux même, je dirais. Dans son écriture, c'est paresseux. C'est particulièrement niais, même pour les enfants. Je l'ai vu en VO hein, pourtant, mais c'est quand même niais. Les chansons, alors oui, je savais même pas que ça chantait dans les My Little Pony. Il y a 4-5 chansons, j'étais en mode non. Non merci, on se croirait chez Disney. Les personnages sont beaucoup trop stéréotypés, on n'y croit pas une seconde, les dialogues sont navrants à en crever. On a quand même le fameux le pouvoir de l'amitié au moins 5 fois. Facile, je les ai comptés. Et à chaque fois qu'il le disait, j'étais en mode oh mais fermez-la. Et bon. Après c'est pas horrible à regarder, l'animation est correcte, il y a 2-3 gars qui fonctionnent. Le casting vocal est bon, par contre, même si c'est niais, bon, voilà, malgré tout, le doublage est très bon. Et au moins, le film dure qu'1h10, donc ça passe très vite. Mais, quand même, c'est quand même particulièrement moyen. Azonote m'a avoué que il m'avait un peu imposé pour le troll et que c'est loin d'être le meilleur film de la franchise. Malgré tout, ça m'a pas donné envie de voir d'autres films de My Little Pony. Sauf s'il me les impose, bon, bah, j'aurais pas le choix, mais voilà, sinon, je pense pas que c'est la meilleure introduction à l'univers. Voilà. Je pense que c'est le seul truc que je peux vous dire. Si vous voulez commencer My Little Pony, commencez pas par ce film. Je pense que c'est pas une bonne idée. On continue avec Le Voyeur, réalisé par Michael Powell, sorti en France en 1960.
tout pile, film qui faisait partie de la sélection de la Cinétech de janvier 2022 cette fois-ci, qui suit l'histoire d'un homme qui est passionné par la photographie, mais qui se révèle être également un serial killer. Voilà. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas dans quelles circonstances pour quand même vous laisser un peu la surprise, mais c'est plus ou moins ça. Michael Powell, j'en avais un peu parlé il y a quelques mois de ça, que j'avais parlé des Chaussons Rouges. C'est un film qu'il avait co-réalisé avec Pressburger. Donc là, il est tout seul à la réalisation pour ce film-là. Et je trouve que le film était plutôt réussi. Déjà, visuellement, il est très abouti. C'est un film qui a, notamment dans son travail des couleurs, est assez impressionnant, je dirais. Malgré tout, j'ai pas été complètement passionné par l'ensemble. Ça se suit vraiment bien, malgré tout. Il y a des scènes vraiment très réussies, il y a une bonne mise en scène. Mais je dirais que ça manque un peu de développement au niveau des personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle qui est fait avec le cinéma en lui-même, parce que c'est un film où on voit des scènes de tournage. Et donc du coup, il y a une espèce un peu un côté méta sur le côté voyeuriste du cinéma qui est très intéressant, mais que je trouve que le parallèle n'est pas complètement exploité, et c'est vraiment dommage, ça aurait pu aller plus loin. Mais donc voilà, c'est plus pour la forme que pour le fond que le film est intéressant. Mais donc voilà, donc j'ai pas adoré, mais le film est vraiment bon. Il y a beaucoup de belles idées, et encore une fois, le travail des couleurs est assez phénoménal. Voilà, de bonne facture, mais je pense pas que ce soit le meilleur film de Michael Powell. Enfin, j'en ai d'autres évidemment, mais voilà, je pense qu'il a fait mieux. Et enfin, on termine avec La Classe américaine, sorti en France en 1993, réalisé par Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret, je sais pas comment on prononce. Alors, c'est un téléfilm qui est plus ou moins le dernier volet d'une trilogie de Hazanavicius et Mézeret, une trilogie de détournements. Parce que le film, c'est littéralement un détournement, puisqu'en fait, le film est en fait un montage de plusieurs films de la Warner, de plusieurs vieux films de la Warner. Je crois que c'est des films qui datent des années des années 50 aux années 80, il me semble, c'est à peu près ça pourrait être ça la période, puisque parce qu'ils ont eu accès à Hazanavicius et Mézeret à ces films-là. Et donc en fait leur idée, c'est que du coup ils ont fait un montage de tous ces films-là pour raconter une histoire à leur sauce. Voilà, qui fait en gros, c'est l'homme le plus classe du monde qui meurt, qui dit ses derniers mots, et du coup il y a des journalistes qui sont chargés d'enquêter sur ses derniers mots, c'est pourquoi il a dit ça avant de mourir. Alors ça fait beaucoup penser à Citizen Kane, c'est voulu, d'ailleurs dès le début du film, au bout de 5 minutes de film, il y a une vanne là-dessus, parce que là du coup c'est une comédie, c'est une pure comédie complètement absurde, et je me suis régalé. C'est très drôle. Dans ses dialogues, dans son montage, c'est bourré de références. C'est de ce film-là que vient le fameux « pas mal non, c'est français », où j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Voilà, c'est justement... c'est Orson Welles, enfin, il faut croire que c'est Orson Welles qui dit ça. Parce que voilà, du coup, voilà, c'est que des doublages, voilà, c'est que des extraits de vieux films où tout est redoublé par des doubleurs en plus de grands renom. Et donc, voilà, c'est brillant, c'est absolument brillant. Il y a vraiment ça frôle le génie par moment. Le montage est excellent, les doubleurs sont au top niveau. En plus, il y a un petit sous-texte qui est vraiment intelligent. Le film se permet vraiment de rire des choses, de choses vraiment... c'est un pur régal. Moi, je me suis régalé. Il y a peut-être une petite baisse de régime vers les 2/3, mais bon, c'est très léger, parce qu'encore une fois, le film ne dure qu'1h10. Donc franchement, juste matez-le. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les films mentionnés pour apprécier le film. Ça peut donner un petit plus, mais je pense que c'est pas obligé. Voilà, faut juste connaître à peu près le tour de Citizen Kane pour comprendre la vanne au début, avec Orson Welles, mais sinon, voilà. C'est juste un pur régal, et c'est extrêmement drôle, quoi, vraiment. Donc chapeau, bravo, merci. Surtout pour les bons fous rires, ça fait du bien. Ce jeu de ciné est maintenant terminé, c'était beaucoup trop long, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux jeux de ciné, bien sûr. Prenez soin de vous, voyez des films. À la prochaine. Salut!